Aujourd'hui, nous plongerons au cœur des tumultes, des révoltes et des espoirs qui ont façonné la Grande-Bretagne entre 1800 et 1848. Imaginez un pays en pleine transformation, bouleversé par les secousses d'une industrialisation galopante, où les ouvriers voient leur métier disparaître sous la pression des machines, où les voix du peuple grondent contre un système électoral verrouillé par une aristocratie inébranlable. Dans une époque de combat, de cris dans les rues, de poings levés face à l'injustice. Des ludistes brisant les métiers mécaniques aux chartistes, exigeant le suffrage universel, des ouvriers en grève face aux Corn Laws, aux abolitionnistes défiant les intérêts des planteurs esclavagistes, chaque lutte raconte l'histoire d'un peuple en quête de reconnaissance, de justice et de pouvoir. Comment ces mouvements se sont-ils structurés? Qui était leur figure de proue? Quels moyens ont-ils utilisés pour faire trembler le pouvoir? Autant de questions que nous allons explorer dans cet épisode où révolte et engagement se mêlent à l'histoire sociale d'une nation en mutation. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter dans les rues de Manchester, de Londres ou des docks de Liverpool, là où tout s'est joué. Voici l'histoire des mouvements protestataires, des contestations politiques et des luttes sociales qui ont façonné la Grande-Bretagne entre 1800 et 1848. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Au tournant du XIXe siècle, la Grande-Bretagne s'impose comme la première puissance industrielle, forgeant son hégémonie économique à travers un secteur clé, l'industrie textile, et plus particulièrement celle du coton. Comme l'a démontré Eric Hobsbawm, elle est alors la seule nation véritablement industrialisée, dominant le commerce mondial grâce à un faisceau de transformations décisives, la mécanisation, l'intégration aux flux marchands transatlantiques, le développement des marchés coloniaux et une dynamique d'innovation constante. L'industrie du coton incarne cette révolution. Dès la fin du XVIIIe siècle, les inventions majeures telles que la spinning jenny, la water frame ou encore le power loom bouleversent les modes de production. L'essor est fulgurant et à partir de 1815, la mécanisation du tissage s'accélère, rattrapant celle du filage. Cette avancée technologique se traduit par une explosion des chiffres. En 1785, la Grande-Bretagne importait 11 millions de livres de coton brut, un volume qui atteint 588 millions en 1850. Parallèlement, la production textile s'envole, passant de 40 millions à plus de 2 milliards de yards en 1850. Derrière ces statistiques, c'est un empire manufacturier qui se met en place, mobilisant dès 1833 plus d'1,5 million de travailleurs directement ou indirectement liés à cette industrie. Le coton devient l'épine dorsale de l'économie britannique, sa prospérité irradiant l'ensemble du système productif, tandis que ces crises secouent la nation tout entière. Mais cette ascension ne saurait être comprise sans l'inscription de la Grande-Bretagne dans un commerce mondial en pleine mutation. L'essor du textile britannique est indissociable de l'expansion coloniale et du commerce transatlantique. À partir des années 1790, l'industrie du coton s'alimente essentiellement des plantations du sud des États-Unis, dopées par l'invention de l'égreneuse de coton par Eli Whitney en 1793. Liverpool, pivot du commerce atlantique, devient la plaque tournante de ces échanges, où s'entrelacent production industrielle, traite négrière et exploitation des ressources coloniales. L'ampleur du phénomène est vertigineuse. En 1820, les exportations de coton britannique vers l'Europe atteignaient 128 millions de yards contre 80 millions à destination des marchés africains, asiatiques et américains. 2 décennies plus tard, la tendance s'inverse et ces territoires dits sous-développés absorbent désormais 529 millions de yards, reléguant l'Europe à 200 millions. Ainsi, en quelques décennies, la Grande-Bretagne ne se contente pas de produire à l'échelle industrielle. Elle façonne également un marché mondial qui la place au centre du jeu économique.
Cette domination textile repose sur un modèle économique redoutable, combinant mécanisation avancée, réduction drastique des coûts et profits spectaculaires. La main-d'œuvre, majoritairement composée de femmes et d'enfants, permet aux entrepreneurs de maintenir des coûts salariaux extrêmement bas. En 1833, à Glasgow, sur 12 000 ouvriers des usines de coton, seuls 2 000 perçoivent un salaire supérieur à 11 shillings par semaine. Parallèlement, le prix du coton manufacturé s'effondre entre 1784 et 1832. Une telle compétitivité permet aux industriels britanniques d'écraser la concurrence étrangère et d'inonder les marchés mondiaux. La rapidité d'accumulation du capital en témoigne. Robert Owen, entrepreneur visionnaire, commence son activité en 1789 avec 100 livres sterling et 20 ans plus tard, il rachète ses associés pour 84 000 livres en espèces. Ce capitalisme industriel, impulsé par des profits colossaux, donne à la Grande-Bretagne une avance que ses rivaux peinent à combler. L'hégémonie britannique dans le textile bouleverse ses équilibres économiques et sociaux à l'échelle mondiale. L'Europe continentale subit de plein fouet la concurrence des produits britanniques, condamnant les industries textiles artisanales à une modernisation forcée. En France, en Allemagne et en Belgique, l'adoption des techniques britanniques devient une nécessité pour éviter l'asphyxie industrielle. Sur le plan social, l'essor des manufactures s'accompagne d'une exploitation accrue des ouvriers, soumettant la classe laborieuse à des conditions de vie et de travail de plus en plus précaires. Les crises industrielles se succèdent, la surproduction et l'intensification de la concurrence entre travailleurs entraînant des baisses de salaire et un accroissement de la misère. Dès les années 1830, ces tensions alimentent la contestation sociale et les premières revendications contre le capitalisme industriel. Le mouvement chartiste en est l'une des expressions les plus marquantes, incarnant l'aspiration à une réforme sociale et politique face aux dérives du libéralisme triomphant. Parallèlement à cette révolution industrielle, l'Angleterre connaît une transformation démographique sans précédent entre 1800 et 1848. Cette évolution est un élément central de l'industrialisation et redéfinit l'économie et la structure sociale. En 1800, la population du Royaume-Uni avoisine les 10 millions d'habitants et atteint près de 20 millions en 1850, marquant un quasi-doublement en un demi-siècle. Comparé à 1750, la population a presque triplé en un siècle. Cette croissance fulgurante se concentre dans les zones urbaines, portée par l'exode rural et l'industrialisation accélérée. L'urbanisation massive accompagne cette expansion démographique. En 1801, seuls 20% des Britanniques vivent en ville. En 1851, cette proportion grimpe à 50%, consacrant une mutation radicale. Manchester illustre cette transformation. Peuplée de 90 000 habitants en 1801, elle en compte près de 300 000 en 1851. Birmingham, Liverpool et Glasgow suivent cette trajectoire, devenant des centres industriels et commerciaux de premier plan. Mais cette croissance rapide engendre aussi son lot de déséquilibres. Surpopulation, insalubrité, bidonvilles et conditions de vie précaires marquent le quotidien des classes laborieuses. Cette explosion démographique repose sur plusieurs facteurs. La baisse du taux de mortalité est favorisée par une amélioration progressive de l'alimentation et de l'hygiène. La natalité demeure élevée, en particulier parmi la classe ouvrière. Enfin, l'immigration irlandaise, accentuée par la grande famine de 1845-1849, vient gonfler les populations dans les villes industrielles. Les conséquences économiques et sociales de ces transformations sont considérables. Une main-d'œuvre abondante et bon marché alimente les usines et les mines, renforçant la puissance industrielle britannique. Mais cette concentration ouvrière dans les centres urbains exacerbe les tensions sociales, alimentant des mouvements revendicatifs comme le chartisme. En 1800 et 1848, l'Angleterre se métamorphose en une nation industrielle, façonnée par une dynamique démographique qui, tout en soutenant sa croissance, accentue les inégalités et les tensions sociales. L'Angleterre du premier XIXe siècle traverse une période de profonde mutation où les idées démocratiques et sociales gagnent en influence, façonnant les aspirations politiques et les revendications populaires.
l'héritage de la Révolution française, l'essor du libéralisme et les bouleversements induits par l'industrialisation se conjuguent pour redessiner le paysage idéologique britannique. Ces courants, véhiculés par des clubs politiques, la presse engagée et les mouvements ouvriers naissants, irriguent le débat public et nourrissent les luttes qui marqueront cette période charnière. L'empreinte de la Révolution française sur la pensée politique britannique est indéniable. Bien que l'Angleterre demeure une monarchie constitutionnelle, les principes de souveraineté populaire et de droits civiques insufflés par 1789 suscitent l'intérêt et parfois l'adhésion d'une partie de l'opposition libérale. Les cercles radicaux puisent dans l'héritage jacobin une source d'inspiration pour réclamer une réforme du système parlementaire, tandis que les conservateurs, alarmés par la terreur et les guerres révolutionnaires, tentent d'en contenir l'influence. Cette tension façonne le débat politique où se confrontent partisans du suffrage élargi et défenseurs de l'ordre établi. À cette dynamique politique s'ajoute l'influence des Lumières et du libéralisme dont les principes continuent de structurer les réflexions sur le gouvernement et l'économie. John Locke et Adam Smith demeurent des références incontournables, promouvant respectivement les notions de contrat social et de libre-échange. Toutefois, une fracture se dessine progressivement entre le libéralisme politique, qui aspire à une plus grande représentativité des institutions, et le libéralisme économique, qui favorise la dérégulation et la prééminence du marché. Cette divergence alimente les tensions entre les classes émergentes, les industriels trouvant dans la libre entreprise un moteur de prospérité, tandis que les ouvriers perçoivent dans cette même doctrine une justification de leur exploitation croissante. L'Angleterre du 1er XIXe siècle voit émerger un mouvement syndical porté par des ouvriers conscients de la menace que représente l'industrialisation sur leur statut et leurs conditions de travail. Ces hommes, issus principalement des secteurs artisanaux et manufacturiers, prennent l'initiative de s'organiser face à un système économique qui tend à les réduire au silence. Dans cet environnement en mutation, ils cherchent à défendre leur métier, à garantir des conditions de travail plus justes et à résister à la pression croissante de la mécanisation. Parmi les premières forces syndicales, les tondeurs de draps se distinguent par leur rôle central dans les luttes ouvrières. Spécialisés dans la finition des tissus de laine, ces artisans qualifiés voient leur travail menacé par l'introduction de machines automatisées qui promettent de les remplacer. Leur réaction est immédiate. Organisés, disciplinés, ils s'engagent dans des actions de résistance qui vont parfois jusqu'à la destruction de ces machines perçues comme des instruments de leur déclassement. Nous y reviendrons en détail un petit peu plus tard. À leur côté, les ouvriers du coton et de la laine du Lancashire et du Yorkshire prennent également conscience de la nécessité d'une organisation collective. Face à la baisse des salaires et à la concurrence des machines, ils participent aux premières grandes grèves articulant leurs revendications autour d'une exigence fondamentale, la reconnaissance de leur droit à un travail équitablement rémunéré. Dans le même temps, les ouvriers du bâtiment, charpentiers, maçons et tailleurs de pierre s'engagent dans une voie similaire. Regroupés dans des associations professionnelles, ils proposent les bases d'un syndicalisme de métier qui cherche non seulement à améliorer les conditions de travail, mais aussi à préserver la qualité et la dignité de leur profession. Les mineurs des Midlands et du nord-est de l'Angleterre rejoignent rapidement cette dynamique. Exposés à des conditions de travail d'une extrême dangerosité, ils s'organisent dès le début du XIXe siècle pour lutter contre l'exploitation et exiger des mesures de sécurité plus strictes. À Birmingham ou Sheffield, au cœur des industries métallurgiques et d'ingénierie, les travailleurs du fer et les mécaniciens fondent les premières sociétés ouvrières telles que la Friendly Society of Iron Molders en 1809 et la Steam Engine Workers Society en 1824, marquant ainsi les débuts d'une solidarité organisée au sein du secteur industriel. Le développement du syndicalisme ne se fait pas de manière uniforme, mais trouve ses foyers les plus actifs dans les régions où l'impact de la révolution industrielle est le plus brutal.
Le Lancashire et le Yorkshire deviennent des bastions du mouvement ouvrier en raison de l'importance de l'industrie textile et des nombreuses luttes qu'elle génère. À Manchester, l'épicentre de l'industrie du coton, les premières grandes grèves témoignent d'une volonté collective de faire valoir les droits des travailleurs. Leeds, Sheffield et Bradford s'imposent comme des centres majeurs de résistance ouvrière dans le textile et la métallurgie. Londres, en raison de son rôle économique et politique, devient le théâtre d'une mobilisation significative des travailleurs du bâtiment et des transports maritimes. Birmingham, quant à elle, forge sa réputation de place forte du syndicalisme à travers les revendications des ouvriers métallurgistes et ingénieurs. Dans les régions minières du Nord-Est, notamment dans le Northumberland et le Durham, les premières grèves des années 1830 témoignent d'un mouvement en pleine structuration. Cette montée en puissance du syndicalisme se heurte néanmoins à de nombreux obstacles. Le cadre législatif demeure hostile, notamment avec l'application des Combination Acts entre 1799 et 1824 qui interdisent toute forme de coalition ouvrière et criminalisent les grèves. Paradoxalement, ces restrictions ont pour effet de radicaliser les travailleurs et d'encourager l'émergence d'un syndicalisme clandestin. Face à cette répression, les ouvriers développent des stratégies de contournement, réunions secrètes, associations informelles et transmission de revendications par l'intermédiaire de la presse militante. Ces formes de résistance témoignent d'une détermination sans faille et d'une prise de conscience croissante de la nécessité d'une organisation collective pour faire face aux mutations économiques imposées par l'industrialisation. Entre 1800 et 1848, le syndicalisme ouvrier en Angleterre se construit ainsi dans un contexte de lutte et de tensions internes. Il oppose parfois ouvriers qualifiés et non qualifiés, artisans traditionnels et travailleurs d'usine, réformistes et radicaux, mais malgré ces divergences, une certitude émerge progressivement. Seule l'union des forces ouvrières permettra d'obtenir des avancées durables. Si cette première phase du mouvement syndical est marquée par la répression et l'échec de certaines tentatives, elle jette néanmoins les bases d'un combat qui, au fil des décennies, finira par transformer le rapport de force entre travailleurs et employeurs, ouvrant la voie aux grandes conquêtes sociales du XIXe siècle. Alors pour illustrer cette formation du mouvement ouvrier, on va ici prendre des exemples précis en partant d'abord avec le mouvement des Luddites. Entre 1811 et 1813, l'Angleterre connaît un mouvement de contestation unique en son genre, le luddisme. Souvent réduit à une simple opposition aux machines, ce soulèvement s'inscrit pourtant dans un cadre plus vaste de résistance ouvrière contre les transformations brutales imposées par l'industrialisation. Il exprime l'angoisse d'un monde ouvrier en mutation, confronté à la disparition progressive des métiers traditionnels et à la montée d'un capitalisme fondé sur la mécanisation et la baisse des coûts de production. Le luddisme ne se définit pas uniquement par son rejet des innovations techniques. Ses adeptes ne rejettent pas la modernisation en soi, mais dénoncent avant tout la destruction de leur mode de vie traditionnel. Ils s'élèvent contre la suppression des emplois qualifiés, la dégradation des conditions de travail et l'absence de toute régulation protégeant les ouvriers face à ces bouleversements économiques. Leur combat s'inscrit dans une tradition plus large de révolte sociale, héritière des tensions révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle et des aspirations démocratiques qui gagnent du terrain en Europe. Leur rang compte des artisans, des tisserands, des travailleurs du textile et des métallurgistes unis par une même volonté de préserver leurs acquis et de défendre leur dignité face à des employeurs toujours plus enclins à maximiser leurs profits au détriment des ouvriers, de leur mode de vie et de leurs liens sociaux. Les luddistes ne sont ni des désorganisés ni de simples émeutiers. Leur mobilisation s'appuie sur une structure clandestine rigoureuse où les comités secrets coordonnent les actions et assurent la cohésion du mouvement. Sous la bannière symbolique de Ned Ludd, figure légendaire dont l'existence demeure incertaine, ils organisent des opérations ciblées,
frappant les manufactures qui emploient des machines détruisant l'emploi. Le bris des machines devient ainsi leur principal mode d'action, un acte autant économique que politique destiné à marquer leur refus d'un progrès imposé sans considération pour les travailleurs. Les attaques nocturnes, menées avec une discipline militaire, visent les employeurs les plus impopulaires, parfois accompagnés de menaces directes sous forme de lettres anonymes. L'un des épisodes les plus marquants de cette insurrection est l'attaque du moulin de Rawford en avril 1812 dans le Yorkshire. Le propriétaire, William Cartwright, incarne aux yeux des ludistes l'industriel inflexible refusant tout compromis avec ses ouvriers et renforçant la sécurité de son usine pour prévenir toute tentative de sabotage. Dans la nuit du 11 au 12 avril, un groupe de ludistes armés de mousquets et de piques prend d'assaut l'établissement. Mais Cartwright, préparé à l'affrontement, a fortifié son moulin et mobilisé une milice privée. L'attaque se solde par un échec sanglant, plusieurs ludistes sont tués ou capturés, et l'événement marque un tournant dans la répression menée par le gouvernement britannique. La riposte des autorités est d'une brutalité implacable. Plus de 12 000 soldats sont déployés pour écraser la rébellion. Des espions sont infiltrés au sein des groupes ouvriers, et les meneurs sont systématiquement traqués. Les procès qui suivent sont exemplaires. En janvier 1813, 3 figures du mouvement, dont George Mellor, sont condamnées à mort et exécutées publiquement. D'autres sont déportés vers l'Australie dans le but d'étouffer toute velléité de résistance. Le mouvement luddite, bien qu'anéanti dans sa forme initiale, ne disparaît pas sans laisser de traces. Son échec militaire ne signifie pas la fin de son héritage, bien au contraire. Il préfigure les futures batailles du mouvement ouvrier, inspirant les revendications chartistes et la structuration progressive des syndicats. Il révèle également l'extrême violence avec laquelle le pouvoir est prêt à défendre les intérêts du capital industriel, une violence qui marquera profondément l'histoire sociale britannique. Plus qu'une simple révolte contre les machines, le luddisme incarne une lutte pour la reconnaissance et la justice sociale. Il oppose une résistance déterminée à un système économique naissant qui ne considère la main-d'œuvre que comme une variable d'ajustement. À travers leur combat, ces ouvriers expriment un refus de la dépossession, une volonté de peser sur les choix économiques qui façonnent leur avenir. Leur mémoire, loin de s'éteindre avec la répression, continue d'alimenter les réflexions contemporaines sur l'impact de la technologie sur le travail, démontrant que les interrogations soulevées par les luddistes demeurent plus que jamais d'actualité. L'Angleterre du 1er XIXe siècle est aussi le théâtre d'une transformation sociale et intellectuelle où les idées démocratiques et sociales s'affirment avec une intensité grandissante. Porté par l'héritage de la Révolution française, le développement du libéralisme et les mutations induites par l'industrialisation, ces idées se diffusent au sein des cercles politiques, de la presse et des organisations ouvrières. Elles façonnent les revendications populaires et contribuent à l'émergence d'un nouveau rapport entre l'État, l'économie et les classes laborieuses. Parmi les figures majeures de cette époque, Robert Owen s'impose comme l'un des théoriciens les plus influents du socialisme utopique. Industriel, visionnaire et réformateur social, il élabore une doctrine fondée sur la coopération et l'éducation qu'il considère comme les piliers d'une société plus juste et plus harmonieuse. Selon Owen, l'individu est déterminé par son environnement et par les conditions dans lesquelles il évolue. Dès lors, il devient impératif de refonder l'organisation sociale pour assurer le développement moral et matériel de l'ensemble de la population. Cette conviction le conduit à expérimenter un modèle alternatif à l'ordre industriel dominant. L'expérience qu'il mène à New Lanark en Écosse à partir de 1800 constitue une application concrète de ces principes. Dans cette manufacture textile, il introduit des réformes audacieuses. Réduction du temps de travail, interdiction du travail des enfants de moins de 10 ans, amélioration des salaires et mise en place d'un système éducatif innovant. À ses yeux, l'éducation ne saurait se limiter à un simple apprentissage mécanique. Elle doit éveiller l'esprit critique, cultiver la solidarité
et préparer les individus à une organisation coopérative du travail. Cette expérience, saluée par de nombreux contemporains, devient une référence pour les réformateurs sociaux, mais elle ne constitue qu'une première étape dans la concrétisation de sa vision. Fort de ce succès, Owen entreprend d'élargir son projet en fondant en 1825 la communauté de New Harmony aux États-Unis. Il imagine une société où la propriété privée et la concurrence laisseraient place à la coopération et à la gestion collective des ressources. Pourtant, cette tentative se heurte rapidement à des difficultés internes. Absence de discipline économique, tensions entre les membres et manque de planification. L'expérience échoue, mais elle laisse une empreinte durable dans l'histoire des mouvements sociaux en inspirant les premières tentatives de création de coopération ouvrière et les réflexions sur la réforme du travail. Si les réalisations d'Owen ne parviennent pas à modifier immédiatement les structures économiques et politiques du Royaume-Uni, ces idées exercent une influence déterminante sur la formation du mouvement ouvrier. Dès les années 1830, l'owenisme se diffuse parmi les artisans et les travailleurs, donnant naissance aux premières coopératives ouvrières et contribuant à l'essor d'un socialisme réformiste. Ses disciples, parmi lesquels William Thomson et John Gray, développent une critique plus systématique du capitalisme, tandis que des réseaux coopératifs voient le jour sous l'impulsion de Mr. King à Brighton. Mais si Owen rejette le capitalisme industriel, il refuse également l'idée d'un affrontement révolutionnaire. Là où certains socialistes prônent la lutte des classes et l'expropriation, il mise sur une transition pacifique et sur la persuasion des élites. Cette posture lui vaut autant l'admiration des modérés que la critique des radicaux qui dénoncent son idéalisme et son manque de stratégie politique. Face à une bourgeoisie industrielle peu encline à modifier ses pratiques, son projet de réforme peine à trouver une application concrète au sein d'un système résolument tourné vers la maximisation du profit. Son héritage, cependant, ne disparaît pas avec le déclin de son influence personnelle. En 1844, la création de la Royal Society of Equitable Pioneers marque l'avènement du coopératisme moderne, directement inspiré de ses principes. Cette organisation jette les bases d'un modèle qui s'imposera progressivement dans les décennies suivantes, influençant le développement des syndicats et la mise en place de politiques sociales plus équitables. Owen apparaît ainsi comme une figure paradoxale, à la fois idéaliste et pragmatique, humaniste et contestataire. Il incarne cette volonté de concilier progrès économique et justice sociale dans une époque où les tensions entre capital et travail ne cessent de s'exacerber. Ainsi, bien que son projet ne parvienne pas à transformer immédiatement la société industrielle britannique, il laisse une empreinte durable. Il contribue à la structuration des revendications ouvrières et à la diffusion de l'idée selon laquelle une autre organisation du travail est possible. Son combat, bien qu'incomplet, préfigure les luttes sociales du XIXe siècle et annonce les grandes réformes qui marqueront l'avènement d'une société plus soucieuse de la condition des travailleurs. Entre 1838 et 1848, le chartisme s'impose comme le premier grand mouvement politique et social de masse de la classe ouvrière britannique. Il naît d'une double nécessité. Répondre aux injustices économiques et sociales engendrées par l'industrialisation et revendiquer une représentation politique élargie face à un système électoral largement dominé par l'aristocratie et la bourgeoisie industrielle. Si les pétitions et les mobilisations chartistes n'aboutissent pas immédiatement à des réformes, elles jouent un rôle déterminant dans l'affirmation d'une conscience ouvrière et dans la structuration du mouvement syndical qui s'imposera progressivement au cours du XIXe siècle. Le chartisme prend naissance dans un contexte marqué par l'échec des premières tentatives d'organisation syndicale nationale. En 1834, la dissolution du Grand National Consolidated Trades Union, qui ambitionnait de fédérer les travailleurs britanniques au sein d'une seule entité, laisse place à une nouvelle stratégie, celle d'une mobilisation politique de grande ampleur. En 1838, la rédaction de la Charte du peuple jette les bases du programme chartiste
articulée autour de 6 revendications fondamentales. Le suffrage universel masculin pour tous les hommes de plus de 21 ans constitue l'exigence centrale du mouvement, visant à mettre fin à l'exclusion des classes laborieuses du processus décisionnel. L'organisation d'élections parlementaires annuelles est proposée afin de limiter la corruption et d'assurer un renouvellement régulier des représentants du peuple. Le vote à bulletin secret, autre revendication essentielle, vise à protéger les électeurs de toute pression ou intimidation. L'éligibilité des travailleurs, rendue possible par la suppression des critères de propriété, permettrait aux ouvriers d'accéder aux responsabilités politiques, tandis que l'indemnisation des parlementaires garantirait aux représentants issus du monde du travail la possibilité d'exercer leur mandat sans dépendre d'une fortune personnelle. Enfin, la redistribution des circonscriptions électorales apparaît comme une réponse au déséquilibre de représentation, notamment entre les régions rurales surreprésentées et les nouveaux centres industriels. L'organisation du mouvement chartiste repose sur des structures locales et régionales où se rassemblent artisans, mineurs et ouvriers partageant un même sentiment d'injustice et d'exclusion politique. Ces cercles se fédèrent autour de journaux militants, à l'image du Northern Star fondé par Fergus O'Connor. Fergus O'Connor s'impose comme l'une des figures les plus emblématiques du mouvement chartiste, incarnant à la fois son radicalisme et sa popularité auprès des classes laborieuses. Né en Irlande, il hérite de la tradition radicale de sa famille et se distingue par son engagement en faveur des droits politiques et sociaux des travailleurs britanniques. Son influence sur le mouvement chartiste repose autant sur ses talents d'organisateur que sur ses remarquables capacités oratoires qui lui permettent de galvaniser des foules considérables à travers tout le pays. O'Connor joue un rôle central dans la diffusion des idées chartistes et dans la structuration du mouvement. Son journal, le Northern Star, devient l'organe principal du chartisme, diffusant les revendications ouvrières et dénonçant les injustices du système électoral britannique. À travers ses écrits, il développe une vision du chartisme ancrée dans une critique virulente du capitalisme industriel et de l'aristocratie, plaidant pour une réforme démocratique qui permettrait aux travailleurs d'accéder au pouvoir politique. Mais c'est surtout par ses discours enflammés qu'il se distingue. Véritable tribun du peuple, il sait capter l'attention de son auditoire, utilisant une rhétorique puissante et accessible. Ses interventions alternent entre dénonciation vigoureuse des élites, exaltation des valeurs ouvrières et appel à l'unité et à l'action. Sa gestuelle expressive, sa voix forte et son sens du rythme oratoire lui permettent d'enflammer les foules et de mobiliser les travailleurs autour de la cause chartiste. La force du discours d'O'Connor réside dans sa capacité à mêler émotion et argumentation politique. Il utilise fréquemment des questions rhétoriques, interpellant directement son auditoire pour susciter une réaction immédiate et renforcer le sentiment d'engagement collectif. Allez-vous rester esclave de ces maîtres qui ne vous laissent que la misère ? Ne méritez-vous pas le droit de vote autant que ceux qui vivent dans le luxe ? L'usage de l'antithèse structure son discours, opposant systématiquement les travailleurs honnêtes et laborieux contre les élites corrompues et oppressives, le peuple uni contre les oppresseurs divisés. Son discours se nourrit également d'une rhétorique du souvenir et de la nostalgie, idéalisant un passé où l'ouvrier possédait davantage de contrôle sur son travail et où la communauté garantissait un certain équilibre social. Cette vision mythifiée de l'Angleterre pré-industrielle sert à légitimer ses appels à un changement radical du système politique et économique. Si O'Connor est unanimement reconnu pour sa capacité à mobiliser les masses, son leadership fait également l'objet de critiques, y compris au sein du mouvement chartiste. Son charisme indéniable s'accompagne d'une tendance au culte de la personnalité et à la centralisation du pouvoir autour de sa personne. Certains chartistes modérés comme William Lovett lui reprochent son penchant pour la démagogie et son refus de s'engager dans des négociations politiques plus pragmatiques. De plus, sa stratégie oscille entre la revendication pacifique et la menace implicite du recours à la force.
Il adopte souvent une posture ambiguë, affirmant préférer une réforme obtenue par des moyens légaux, tout en suggérant que le peuple devra peut-être prendre les armes si ses revendications sont ignorées. Cette dualité le place en opposition avec les chartistes dits de la force morale, qui rejettent toute forme de violence. Malgré ces tensions internes, Fergus O'Connor demeure l'un des leaders chartistes les plus influents. Son action contribue à populariser les revendications du mouvement et à fédérer des travailleurs issus de secteurs variés, du textile à la métallurgie en passant par les mineurs. Si le chartisme échoue à obtenir des réformes immédiates, il laisse une empreinte durable sur la structuration du mouvement ouvrier et la progression des droits politiques en Grande-Bretagne. Par sa voix, ses écrits et son engagement, O'Connor incarne la montée en puissance d'une classe ouvrière consciente de son pouvoir et déterminée à revendiquer sa place dans la sphère politique. Son éloquence et sa capacité à captiver les foules font de lui une figure incontournable de l'histoire des luttes sociales britanniques, et son héritage continue d'inspirer les mouvements de contestation à travers les âges. Parallèlement à tout cela, les chartistes misent sur une stratégie de mobilisation massive à travers des pétitions nationales adressées au Parlement. Celle de 1839 recueille plus d'1 million de signatures, mais est rejetée par les députés, tout comme celle de 1842 et de 1848, qui comptent chacune plusieurs millions de soutiens. Ces refus répétés nourrissent une frustration grandissante parmi les militants et conduisent certains d'entre eux à envisager des formes d'action plus radicales, comme l'illustre l'insurrection de Newport en 1839. Si le chartisme ne parvient pas à obtenir immédiatement les réformes qu'il réclame, son impact sur la structuration du mouvement ouvrier est considérable. Il offre un cadre d'organisation inédit pour les travailleurs et établit un précédent dans la lutte pour les droits politiques et sociaux. En plaçant la question de la représentation au cœur du débat public, il pave la voie aux futures conquêtes démocratiques et aux grandes avancées du syndicalisme moderne. Le chartisme, bien que marqué par des divisions internes et par la répression du gouvernement, demeure un moment fondateur de l'histoire du mouvement ouvrier britannique, dont j'ai évoqué la situation tout à l'heure. L'insurrection de Newport, survenue en novembre 1839, demeure l'un des épisodes les plus marquants du mouvement chartiste et l'un des derniers soulèvements armés de l'histoire britannique. Profondément ancrée dans le contexte social et politique de l'époque, elle illustre la radicalisation d'une partie du mouvement ouvrier face à l'intransigeance du gouvernement et à l'échec des tentatives pacifiques de réforme. L'origine de cette insurrection trouve ses racines dans les revendications chartistes qui, depuis la publication de la People's Charter en 1838, exigent une démocratisation du système politique britannique. Le suffrage universel masculin, l'abolition du cens électoral et des réformes parlementaires sont au cœur des revendications de ce mouvement, qui, s'il compte des modérés, voit émerger une frange plus déterminée, prête à recourir à la force pour faire entendre sa voix. Au Pays de Galles, où la condition ouvrière est particulièrement précaire, cette ferveur révolutionnaire trouve un écho puissant parmi les mineurs et les ouvriers des fonderies. C'est dans ce contexte que John Frost, ancien maire de Newport et figure influente du chartisme gallois, devient le chef de file de l'insurrection. Convaincu que seule une démonstration de force pourra faire plier les autorités, il rassemble plusieurs milliers d'hommes issus des vallées minières de Monmouthshire. L'objectif est clair: marcher sur Newport, libérer les chartistes emprisonnés et instaurer un mouvement de révolte généralisé. Cette stratégie s'inspire des soulèvements révolutionnaires européens, mais aussi des méthodes du mouvement ouvrier britannique, marqué par des décennies de lutte contre l'exploitation industrielle. Le 4 novembre 1839 au matin, environ 5000 insurgés armés de bâtons, de piques et de quelques armes à feu convergent vers Newport. Malgré leur nombre, ils sont mal organisés et doivent affronter des conditions météorologiques difficiles qui ralentissent leur avancée. L'effet de surprise escompté s'effondre rapidement lorsque les autorités averties de la marche rassemblent des troupes pour défendre l'hôtel Westgate où plusieurs dirigeants chartistes sont détenus. À l'intérieur du bâtiment, une centaine de soldats lourdement armés attendent les insurgés. Lorsque ces derniers atteignent le centre de Newport,
la confrontation est inévitable. L'affrontement tourne rapidement au massacre. À peine les insurgés ont-ils pénétré sur la place devant l'hôtel que les soldats ouvrent le feu. Pris sous un déluge de balles, les chartistes sont incapables de riposter efficacement. En moins d'une demi-heure, 22 insurgés gisent morts et des dizaines d'autres sont blessés. Le reste de la foule, déstabilisée et paniquée, se disperse rapidement. L'insurrection s'effondre avant même d'avoir réellement commencé. Dans les jours qui suivent, la répression s'abat sans pitié sur les insurgés. John Frost et ses principaux lieutenants, William Jones et Zephaniah Williams, sont arrêtés et traduits en justice. Le gouvernement entend faire un exemple et les 3 hommes sont condamnés à la peine de mort pour haute trahison. Toutefois, face à l'indignation populaire et à la pression de certaines figures politiques, leur sentence est commuée en déportation à vie en Australie. Cette décision illustre la volonté du gouvernement de mater toute velléité révolutionnaire sans pour autant créer des martyrs susceptibles d'alimenter une nouvelle vague de révolte. L'échec de Newport marque un tournant décisif pour le mouvement chartiste. Si certains radicaux restent convaincus de la nécessité de l'action directe, la majorité du mouvement prend conscience que la voie insurrectionnelle est vouée à l'échec face à un État déterminé et bien armé. L'insurrection de Newport scelle ainsi la fin des tentatives révolutionnaires et ouvre la voie à une stratégie plus institutionnelle du chartisme qui privilégiera désormais les campagnes de pétition et les négociations parlementaires. Malgré son échec immédiat, l'insurrection de Newport demeure un symbole fort dans l'histoire des luttes ouvrières britanniques. Elle illustre l'ampleur du mécontentement populaire et la radicalisation d'une partie du mouvement chartiste face aux injustices du système électoral. Surtout, elle révèle l'intransigeance du gouvernement, prêt à répondre par la force à toute tentative de contestation. Si les chartistes n'obtiennent pas gain de cause à court terme, leur combat contribuera néanmoins à poser les bases des réformes démocratiques qui émergeront progressivement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Le chartisme, bien qu'ayant échoué à obtenir immédiatement les réformes qu'il revendiquait, a laissé un héritage fondamental dans l'histoire du mouvement ouvrier britannique et dans l'évolution des droits politiques et sociaux. En mobilisant des milliers de travailleurs autour d'un programme politique clair et en instituant une culture de l'organisation collective, il a jeté les bases des structures syndicales et des mouvements travaillistes qui émergeront au cours des décennies suivantes. L'un des apports majeurs du chartisme réside dans le renforcement de la culture politique au sein de la classe ouvrière. Pour la première fois, des travailleurs issus de divers secteurs industriels et de différentes régions s'unissent sous une même bannière, partageant un même objectif de transformation du système politique. La diffusion des idées chartistes à travers la presse, les pétitions et les rassemblements de masse crée un précédent en matière de mobilisation populaire et d'engagement civique. L'importance du collectif devient une évidence pour de nombreux ouvriers qui, à défaut d'avoir pu obtenir le suffrage universel immédiatement, comprennent désormais que la lutte politique est un levier essentiel pour faire valoir leurs droits. Au-delà de cet apprentissage politique, le chartisme préfigure directement les revendications futures des syndicats et des partis travaillistes. Les principes défendus dans la charte du peuple, en particulier le suffrage universel, la représentation politique des travailleurs et des droits économiques et sociaux, se retrouvent dans les luttes menées par les syndicats tout au long du XIXe siècle. L'idée que le combat pour de meilleures conditions de travail doit passer par des réformes législatives et une présence active dans les institutions inspire durablement le syndicalisme britannique. À partir des années 1850, les trade unions se structurent et s'affirment progressivement comme les principaux défenseurs des droits des travailleurs, poursuivant l'œuvre amorcée par le chartisme. Si les chartistes ne voient pas l'aboutissement immédiat de leurs revendications, plusieurs de leurs objectifs seront atteints progressivement. Le suffrage universel masculin, leur principale revendication, commence à être instaurée avec la Reform Act de 1867 qui élargit le droit de vote à une partie des ouvriers urbains, avant d'être généralisé en 1918. De même, les revendications sociales portées par le chartisme influencent les législations adoptées à la fin du XIXe siècle, notamment en matière de réduction du temps de travail, d'amélioration des conditions de sécurité dans les usines et de reconnaissance des syndicats. Ainsi,
Le chartisme ne saurait être perçu comme un échec, mais plutôt comme une étape essentielle dans l'évolution du mouvement ouvrier. Il ouvre la voie aux syndicats modernes qui poursuivent et approfondissent son combat, et participe à la consolidation de la démocratie sociale en Grande-Bretagne. En démontrant la nécessité d'une organisation ouvrière forte et en inscrivant les droits des travailleurs à l'agenda politique, il marque durablement l'histoire des luttes sociales et influence les réformes qui suivront. Son héritage se mesure non seulement aux avancées législatives qu'il a contribué à inspirer, mais aussi à la conscience politique qu'il a éveillée chez des générations de travailleurs, convaincus que leur voix, lorsqu'elle est unie, peut peser sur le cours de l'histoire. Les Corn Laws, adoptés en 1815, constituent l'un des principaux points de tension sociale et politique en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle. Instaurées pour protéger les grands propriétaires terriens, elles imposaient des restrictions à l'importation de céréales étrangères, maintenant ainsi les prix du blé à un niveau élevé. Ces lois, perçues comme une injustice par la population laborieuse et les classes industrielles émergentes, ont suscité des décennies de protestations, émeutes et débats parlementaires jusqu'à leur abolition en 1846. Le 16 août 1819, à St. Petersfield, Manchester, une manifestation pacifique réclamant une réforme parlementaire tourne au drame lorsque la cavalerie britannique charge la foule. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Peterloo, en référence à la bataille de Waterloo, marque un tournant décisif dans l'histoire des luttes populaires et des revendications démocratiques en Grande-Bretagne. Il révèle la brutalité du gouvernement face aux aspirations populaires et contribue à forger une conscience politique plus structurée au sein de la population anglaise. Dans un contexte de crise économique aggravée par la fin des guerres napoléoniennes, la population britannique subit une paupérisation croissante. Le chômage atteint des niveaux alarmants, la mécanisation prive de nombreux artisans de leur emploi, et les Corn Laws de 1815 maintiennent artificiellement le prix du blé à un niveau prohibitif, plongeant les classes populaires dans la misère. Parallèlement, l'exclusion politique des travailleurs est totale. Seul un infime pourcentage de la population masculine possède de droits de vote et les grandes villes industrielles comme Manchester ne bénéficient d'aucune représentation au Parlement. Face à ces injustices, le mouvement radical s'organise et réclame une réforme électorale afin d'accorder une voix aux classes laborieuses. La manifestation du 16 août 1819 est portée par des figures majeures du réformisme, parmi lesquelles Henry Hunt, un des plus grands fermiers anglais de cette époque. Orateur charismatique dont la popularité auprès des travailleurs est considérable. Devant une foule immense de 60 000 à 80 000 personnes, il prend la parole pour dénoncer les inégalités du système politique et exiger une réforme du suffrage. Mais les autorités, redoutant un soulèvement, ordonnent à la cavalerie d'intervenir. La charge est d'une violence inouïe. Sabre au clair, les soldats piétinent et frappent sans distinction hommes, femmes et enfants. Le bilan est dramatique. 15 morts et plus de 600 blessés. Henry Hunt, figure centrale du mouvement radical, joue un rôle déterminant dans la mobilisation des travailleurs et l'organisation des rassemblements réformistes. Son éloquence et sa rhétorique percutante captivent les foules et renforcent leur détermination. Utilisant avec habileté la question rhétorique, il interpelle directement son auditoire pour l'amener à une prise de conscience collective. Il dramatise ses discours en alternant phases de calme et moments d'exaltation, intensifiant l'émotion et suscitant l'adhésion des travailleurs. Son style se distingue également par une opposition binaire constante entre le peuple opprimé et les élites corrompues, renforçant ainsi la perception d'un combat légitime pour la justice sociale. Après le massacre de Peterloo, Hunt adopte une posture de martyr du peuple. Son arrestation et son emprisonnement deviennent des symboles de la répression étatique, lui permettant de gagner en popularité. Il exploite cette situation en diffusant des écrits et en dénonçant l'injustice du système, transformant sa condamnation en une victoire morale pour le mouvement réformiste.
Son habileté à manier l'ironie et la satire contribue également à discréditer ses adversaires. Il tourne en ridicule les autorités, les comparant à des tyrans brutaux et dénonçant leur hypocrisie. Le massacre de Peterloo, loin de briser la volonté des réformateurs, alimente une colère populaire qui se traduira par une intensification des luttes pour les droits politiques et sociaux. Il accélère la prise de conscience de la nécessité d'une organisation ouvrière plus structurée qui débouchera ultérieurement sur ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire le mouvement chartiste. En exposant au grand jour la brutalité du gouvernement, cet événement marque une rupture décisive et annonce les grandes réformes démocratiques du XIXe siècle. Les années 1820 voient une série d'émeutes dans différentes régions du pays. Des foules en colère, comprenant des ouvriers et des petits paysans, prennent d'assaut des marchés et des entrepôts, réclamant une baisse des prix et dénonçant les pratiques spéculatives des négociants en céréales. À Newcastle, Wisbech et Carlisle, les manifestants vont jusqu'à vendre eux-mêmes le grain à un prix jugé équitable, défiant l'autorité des marchands et des magistrats locaux. Dans les années 1830, l'opposition aux Corn Laws prend une dimension nouvelle, marquant une rupture avec les contestations spontanées des décennies précédentes. Désormais, le combat s'organise et se structure autour de deux blocs irréconciliables. D'un côté, les grands propriétaires fonciers défendent avec vigueur ces lois protectionnistes, arguant qu'elles garantissent la stabilité du marché agricole britannique face à la concurrence étrangère. De l'autre, les industriels et les classes ouvrières dénoncent un système qui alourdit le coût de la vie et freine l'essor économique, rendant le pain inaccessible aux plus démunis et limitant les débouchés pour les manufactures. À mesure que les crises agricoles et industrielles se succèdent au début des années 1830, le mécontentement grandit. Des figures influentes du radicalisme économique et politique émergent pour canaliser cette colère populaire. William Cobbett, écrivain et pamphlétaire engagé, s'emploie à dénoncer dans ses journaux l'injustice d'un système qui favorise une élite terrienne au détriment des travailleurs. Richard Cobden, quant à lui, développe une analyse fondée sur les principes du libre-échange et affirme que seule la fin du protectionnisme permettra une croissance équitable et partagée. La contestation franchit un cap décisif en 1838 avec la fondation de la Ligue anti-Corn Law à Manchester sous l'impulsion de Cobden et de John Bright. Ce mouvement, majoritairement composé de membres de la classe moyenne industrielle, adopte une approche méthodique et déterminée pour faire pression sur le Parlement. La Ligue ne se contente pas de discours. Elle mobilise des moyens considérables pour sensibiliser l'opinion publique et structurer une campagne nationale. Meetings de masse, publications de journaux militants, conférences publiques et campagnes de pétitions rassemblant des centaines de milliers de signatures. Jamais encore une opposition politique n'avait déployé une telle stratégie de communication et d'influence. La question des Corn Laws devient un enjeu central du débat public, dépassant le cadre économique pour se transformer en un affrontement entre un ordre établi et les nouvelles forces du progrès. Les années 1840 marquent l'apogée du mouvement. À mesure que la crise alimentaire s'intensifie, les arguments des partisans du libre-échange gagnent en crédibilité. La grande famine en Irlande de 1845 à 1852 exacerbe la situation. Des milliers de personnes meurent de faim tandis que les lois protectionnistes empêchent l'importation de blé à un prix abordable. Face à cette catastrophe humanitaire, même certains défenseurs des Corn Laws commencent à douter de leur bien-fondé. Au sommet du pouvoir, le Premier ministre, Robert Peel, initialement partisan du protectionnisme agricole, se retrouve face à un dilemme. Sous la pression croissante des industriels et de la Ligue anti-Corn Law, il finit par prendre une décision radicale. En 1846, il propose une abolition progressive des Corn Laws. Cette annonce provoque une scission au sein du Parti conservateur, les factions les plus conservatrices dénonçant une trahison envers les intérêts agricoles. Malgré l'hostilité de l'aristocratie terrienne,
Le Parlement vote en faveur de la suppression de ces lois, consacrant ainsi la victoire des libres échangistes. L'abolition des Corn Laws marque un tournant décisif dans l'histoire économique et politique britannique. Elle consacre la suprématie du libre-échange sur le protectionnisme agricole et amorce une transition vers une politique économique plus ouverte. Mais son impact dépasse largement le domaine économique. Elle représente une victoire éclatante de la mobilisation populaire et des stratégies militantes sur les élites établies. La presse radicale, les campagnes d'opinion et l'organisation méthodique des réformateurs démontrent qu'un mouvement structuré et résolu peut infléchir la politique gouvernementale. Les conséquences de cette lutte se font également sentir dans la structuration du mouvement ouvrier. L'efficacité des campagnes menées par la Ligue anti-Corn Law inspire les organisations syndicales et politiques naissantes qui en tirent des leçons essentielles sur l'importance de la mobilisation collective. Par ailleurs, la bataille autour des Corn Laws accélère l'évolution du système politique britannique vers une plus grande représentativité des classes laborieuses, contribuant indirectement aux réformes démocratiques qui jalonneront la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi, entre 1800 et 1848, la lutte contre les Corn Laws s'impose comme l'un des épisodes majeurs de l'histoire sociale et politique britannique. Elle cristallise la confrontation entre une élite soucieuse de préserver ses privilèges et une société en pleine mutation, déterminée à imposer un nouvel ordre économique fondé sur l'ouverture et la justice sociale. Cette victoire ne marque pas seulement la fin d'une législation protectionniste, mais bien l'avènement d'une nouvelle ère politique où le peuple, par son engagement, peut influer durablement sur les décisions de l'État. Entre 1800 et 1848, l'Angleterre connaît une lutte intense pour l'abolition de l'esclavage menée par des militants, des intellectuels et des groupes religieux engagés dans un combat de longue haleine contre l'un des systèmes les plus profondément enracinés de l'économie britannique. Ces acteurs mobilisent tous les moyens à leur disposition, pétitions, campagnes de sensibilisation, plaidoyers parlementaires, pour obtenir la fin de la traite des esclaves en 1807 et l'abolition définitive de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1833. Parmi les figures majeures de ce mouvement, Thomas Clarkson joue un rôle central en tant que stratège et enquêteur infatigable. Dès la fin du XVIIIe siècle, il contribue à la fondation de la Société pour l'abolition de la traite des esclaves et, au début du XIXe siècle, intensifie son engagement en collectant des preuves des atrocités de l'esclavage. En 1800 et 1807, il parcourt plus de 35 000 kilomètres à travers l'Angleterre, recueille des témoignages de marins et d'anciens esclaves et rassemble des objets illustrant les conditions inhumaines du commerce des esclaves. Son travail d'investigation alimente les discours de William Wilberforce au Parlement, apportant des arguments irréfutables contre les défenseurs du système esclavagiste. Grâce à cette pression constante, le Slave Trade Act est voté en 1807, mettant officiellement fin à la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Cependant, Clarkson et ses alliés ne s'arrêtent pas à cette première victoire. Conscients que l'interdiction de la traite ne signifiait pas la fin de l'exploitation des esclaves dans les colonies, ils poursuivent leur combat pour obtenir l'abolition totale de l'esclavage. En 1823, Clarkson cofonde la Société pour l'abolition de l'esclavage, qui se donne pour objectif d'exercer une pression directe sur le Parlement. Il entame une nouvelle tournée de mobilisation, parcourant les grandes villes industrielles comme Manchester et Birmingham, où il rallie ouvriers et intellectuels à la cause abolitionniste. Son engagement se traduit également par l'organisation de pétitions de masse, rassemblant des centaines de milliers de signatures, obligeant ainsi le Parlement à débattre de la question. Cette mobilisation atteint son paroxysme en 1833, lorsque les pétitions abolitionnistes jouent un rôle décisif dans l'adoption du Slavery Abolition Act, qui met officiellement fin à l'esclavage dans toutes les colonies britanniques. Cette victoire est le fruit d'une stratégie de pression bien orchestrée, appuyée par des organisations religieuses, des sociétés abolitionnistes et des figures publiques influentes. Toutefois, l'émancipation des esclaves ne se fait pas sans concession. Un système d'apprentissage obligatoire est instauré jusqu'en 1838, obligeant les anciens esclaves à travailler pour leurs anciens maîtres
sous des conditions réglementées. L'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique, bien que portée par une forte mobilisation abolitionniste, s'est heurtée à une résistance féroce de la part des groupes économiques qui tiraient profit du système esclavagiste. Parmi eux, les planteurs des Antilles britanniques et les marchands des ports de Liverpool et de Bristol ont joué un rôle central dans la tentative de maintien de l'esclavage, invoquant des arguments économiques et stratégiques pour retarder ou limiter l'impact de l'émancipation. Dans les colonies des Caraïbes, la dépendance des plantations à la main-d'œuvre servile explique la réaction immédiate des planteurs face à la perspective d'une abolition. Le West India Interest, puissant lobby représentant les planteurs de la Jamaïque, de la Barbade et de Trinité, exerce une pression constante sur le Parlement britannique pour empêcher toute législation mettant en péril leur modèle économique. Leur principal argument repose sur l'idée que sans esclavage, la production de sucre s'effondrerait, entraînant une ruine économique des colonies et une perte de revenus substantielle pour l'Empire. Lorsque la rumeur d'une possible abolition commence à se propager en 1831, la réaction des planteurs est immédiate. Intensifiant leur lobbying, certains vont jusqu'à menacer de déclarer l'indépendance de leur colonie pour préserver leur système de production basé sur la servitude. L'adoption du Slavery Abolition Act en 1833 constitue un coup dur pour ces planteurs. Mais ils obtiennent en contrepartie une compensation financière colossale de 20 millions de livres sterling versée par le gouvernement britannique pour compenser la perte de leurs esclaves. Toutefois, cette concession ne suffit pas à apaiser leur résistance. Afin de maintenir leur main-d'œuvre, les planteurs instaurent un système d'apprentissage obligatoire qui, comme je l'ai dit, force les anciens esclaves à travailler sous un régime de semi-servitude jusqu'en 1838. Ce dispositif, conçu pour atténuer l'impact immédiat de l'émancipation sur l'économie coloniale, se heurte cependant à la détermination des affranchis. En Jamaïque, en 1838, l'expiration de cette période d'apprentissage donne lieu à une grève massive des anciens esclaves qui refusent de prolonger leur exploitation sous une autre forme. Face à cette situation, les planteurs réagissent en ayant recours à une nouvelle stratégie, l'importation de travailleurs sous contrat, principalement en provenance d'Inde, afin de compenser la perte de main-d'œuvre et de maintenir leur modèle de production. En parallèle, les marchands de Liverpool et Bristol, dont la prospérité repose largement sur le commerce triangulaire, s'opposent activement aux initiatives abolitionnistes. Ces deux ports sont les centres névralgiques du commerce des esclaves et des marchandises produites par l'économie esclavagiste, comme le sucre, le tabac et le coton. Dès 1806, lorsque le Parlement débat du Slave Trade Act, ces marchands tentent d'empêcher son adoption, arguant que la traite représente plus de 80% du commerce maritime de Liverpool. Bien que la loi soit finalement votée en 1807, mettant officiellement fin donc à la traite des esclaves, elle ne marque pas la fin des activités négrières financées par ces négociants. Malgré l'interdiction légale, le commerce des esclaves se poursuit de manière clandestine. De nombreux navires britanniques opérant sous des pavillons étrangers continuent à transporter des esclaves vers l'Amérique. En 1820, il est estimé que 30% des navires négriers opérant en Amérique latine sont financés par des marchands britanniques. Ce commerce illégal se poursuit jusque dans les années 1840, obligeant la Royal Navy à intensifier ses efforts pour intercepter les navires négriers et démanteler des réseaux clandestins. Ainsi, la résistance à l'abolition de l'esclavage ne fut pas simplement idéologique ou politique, mais essentiellement économique. Les planteurs des Antilles et les marchands britanniques, conscients des enjeux financiers colossaux liés au travail forcé, mirent en place des stratégies variées pour ralentir ou contourner les réformes. Si l'abolition légale fut obtenue en 1833, les résistances post-abolitionnistes démontrent que l'émancipation des esclaves ne fut pas un processus instantané, mais un combat de longue haleine pour garantir des conditions de liberté et de dignité face aux affranchis. L'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique ne fut pas un processus immédiat ni linéaire. Le gouvernement britannique, bien que sous pression constante des abolitionnistes, hésita longuement avant de prendre des mesures décisives. Cette réticence s'explique par des considérations économiques, géopolitiques et sociales qui firent de l'émancipation un sujet politiquement sensible et stratégiquement complexe.
Avant 1833, les responsables britanniques redoutaient que l'abolition ne provoque un effondrement économique des colonies et une diminution des revenus impériaux. Les plantations des Antilles britanniques constituaient une source essentielle de richesse pour la métropole, notamment grâce aux exportations de sucre et de tabac. En 1823, alors que les abolitionnistes réclamaient une émancipation immédiate, le gouvernement choisit une approche progressive et prudente, cherchant avant tout à préserver l'équilibre économique des colonies. Plutôt que de mettre fin à l'esclavage d'un seul coup, il mit en place des réformes censées améliorer les conditions de vie des esclaves, tout en maintenant le système de production en place. Ces réformes, cependant, furent largement inefficaces et n'aboutirent pas à une amélioration significative du sort des esclaves. C'est une série de révoltes d'esclaves qui força finalement le Parlement à prendre des mesures bien plus radicales. La révolte de Demerara en 1823, qui éclata dans l'actuelle Guyane britannique, fut l'un des premiers signaux de l'impatience grandissante des esclaves face aux promesses non tenues des autorités coloniales. Quelques années plus tard, la rébellion de Noël en Jamaïque entre 1831 et 1832, l'une des plus grandes insurrections d'esclaves des Caraïbes, ébranla profondément l'administration britannique. La brutalité de la répression qui s'ensuivit, conjuguée à l'ampleur du soulèvement, convainquit une partie des décideurs que le maintien de l'esclavage n'était plus tenable, ni sur le plan moral, ni sur le plan sécuritaire. C'est dans ce contexte que fut voté en 1833 le Slavery Abolition Act, marquant la fin officielle de l'esclavage dans l'Empire britannique. L'abolition de l'esclavage, cependant, ne mit pas un terme aux tensions dans les colonies. Le gouvernement britannique dut gérer les réactions hostiles aux planteurs qui s'opposaient violemment à l'émancipation et cherchaient à maintenir leur emprise sur la main-d'œuvre libérée. Pour prévenir toute tentative de rébellion de leur part, Londres dépêcha des forces militaires dans les Caraïbes, afin de garantir l'application de la loi et sécuriser la transition. La période post-abolition fut également marquée par la mise en place d'un système d'apprentissage obligatoire conçu pour prolonger les dépendances. Lorsque ce système prit fin en 1838, le gouvernement britannique dut une nouvelle fois intervenir pour assurer la transition vers le travail libre. Il dépêcha des officiers coloniaux chargés de surveiller la mise en place de nouvelles structures économiques et sociales dans les colonies, tout en s'assurant que les tensions entre les planteurs et les anciens esclaves ne dégénèrent pas en conflits ouverts. Cette surveillance accrue permit de stabiliser en partie la situation, bien que les discriminations et inégalités persistèrent longtemps après l'abolition. Ainsi, le gouvernement britannique oscilla entre prudence et nécessité dans la gestion de l'abolition de l'esclavage. Initialement réticent à agir, il fut contraint par les événements, les révoltes, les pressions abolitionnistes et les tensions sociales à prendre des mesures décisives. Mais son approche resta marquée par une volonté de préserver les intérêts économiques de l'Empire, quitte à ralentir l'application des réformes, et à temporiser face aux revendications des esclaves affranchis. L'émancipation, bien que légalement actée, ne fut donc pas une rupture brutale, mais un processus jalonné d'obstacles, de résistance et d'ajustements politiques successifs.